La Chine. Une civilisation antique mystérieuse dont la puissance repose sur de nombreuses inventions militaires. Pendant plus de 1000 ans, l'une d'elles a dominé tous les champs de bataille. Elle a contribué au renversement de plusieurs dynasties et à l'unification de la nation, le char. Pour devenir une superpuissance, il fallait pouvoir aligner des dizaines de milliers de chars. Aujourd'hui, une campagne de fouilles exceptionnelle va nous aider à percer les secrets de cette machine de guerre millénaire. On était fous de joie. Des vestiges enterrés depuis près de 3000 ans mettent en lumière l'ingéniosité de sa technologie. Bon sang, c'est une roue gigantesque. Il nous renseigne sur la stratégie qui a assuré sa domination sur les champs de bataille. Touché. Et révèle pourquoi le char a évolué si différemment en Chine par rapport au reste du monde. C'est une technologie révolutionnaire, comparable à l'invention de l'avion. Elle a redéfini la notion de combat. Les champs de bataille de la Chine antique résonnaient du fracas de milliers de chars, symbole de prestige et de puissance. Mais on sait peu de choses sur l'utilisation et l'efficacité de ces engins dans le domaine de la guerre. La meilleure façon d'en apprendre davantage est d'en reconstruire un. Des artisans spécialisés, Ça peut être dangereux. et des conducteurs de chars Une fois qu'on est dedans, la position s'impose d'elle-même. ont uni leurs compétences pour construire et tester sur le terrain la réplique d'un char chinois. C'est parfait. Leur objectif, dévoiler les secrets technologiques qui se cachent derrière cet engin militaire complexe. Il ne fait aucun doute que les chars ont joué un rôle capital dans le processus d'unification de la Chine. Et tenter de comprendre comment le char a transformé à jamais l'histoire de l'Empire du Milieu. Il y a 3500 ans, la civilisation Shang fonde la première dynastie chinoise attestée dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Chine. À l'époque, ce territoire immense est une mosaïque de petits royaumes et de tribus. Mais au cours des 14 siècles qui suivront, il deviendra le berceau d'une civilisation sophistiquée. Un pays unifié dirigé par un seul empereur. L'évolution de la Chine est indissociable de celle d'un véhicule militaire perfectionné au fil des batailles, plus rapide, plus complexe, plus prestigieux et plus coûteux que tous les autres, le char. L'histoire du char commence non pas en Chine, mais à des milliers de kilomètres de là, en Russie, dans la chaîne de l'Oural, qui barre la steppe qui s'étend de l'Ukraine à la Mongolie. C'est là que, dans les années 1970, des archéologues ont mis au jour le char le plus ancien du monde, vieux de 4000 ans. De là, le char a été introduit à l'ouest, en Perse, en Ukraine, en Égypte, en Turquie et en Europe. Et à l'est, en Mongolie intérieure et dans le nord de la Chine. Des tribus nomades ont gravé l'histoire de leur civilisation sur ces affleurements rocheux. D'après les spécialistes, c'est l'un des endroits par lesquels le char serait entré en Chine. Les gravures sur roche que vous voyez là sont les plus grandes de la région. Parmi les nombreux éléments témoignant de la vie quotidienne, on remarque un symbole particulièrement important. C'est la représentation d'un char doté de roues à plusieurs rayons et tiré par 2 chevaux. En effet, on reconnaît 2 chevaux tirant un char constitué d'une caisse et de 2 roues. Le style des dessins a permis de les dater du début de l'âge du bronze, plusieurs siècles après la construction du premier char découvert en Russie, à près de 8000 km à l'ouest.
À cette époque, le char était l'engin le plus sophistiqué sur le plan technique. Ces dessins illustrent l'expansion du char à travers la steppe russe, puis la Chine, jusqu'à cette région. C'est par ici qu'on a mis au jour le premier char. Et on a trouvé de nombreuses représentations de chars dans toutes ces zones. Ça montre clairement quelle route il a suivi avant d'arriver au nord de la Chine. Pour les Chinois de l'Antiquité, le char est une véritable innovation technologique. Au cours des 10 siècles qui suivront, il sera adopté par toutes les dynasties régnantes. Peu à peu, sa conception s'éloigne du modèle original. Contraint de s'adapter aux aléas de l'histoire, il devient un engin de guerre prestigieux et prend une place centrale dans la culture chinoise. Il faudra attendre 2014 pour que les spécialistes parviennent à comprendre les raisons de son évolution technique extraordinaire. En 2002, à Zhaoyang, dans la province du Hubei, en Chine centrale, un cimetière ancien de 120 hectares est découvert. Les archéologues exhument quelques objets et établissent qu'ils datent de 700 ans avant Jésus-Christ. Mais la plus grande partie du site est laissée en l'état. Une dizaine d'années plus tard, quand des pilleurs de tombes commencent à écumer le cimetière, le professeur Qin Fang est appelé à la rescousse. Quelle journée extraordinaire! Ses collègues et lui exhument peu à peu le reste des trésors toujours enfouis sous terre. Sur les 29 tombes qu'ils découvrent, une se distingue particulièrement des autres. Grâce au relevé archéologique, on s'est rendu compte que c'était un mausolée de grande taille. L'homme enterré là était un marquis, un noble de haut rang. On était fous de joie. Les fouilles révèlent de nombreuses choses sur la vie de cet aristocrate. Il avait été enterré avec son épouse, ses domestiques et plus d'1 millier d'objets précieux en bronze, en or, en argent et en jade. Regardez la gravure. Elle est très nette. En mettant les tombes au jour, les archéologues remarquent des différences subtiles dans la nature du sol. À certains endroits, la terre a une couleur différente et dessine les contours d'objets mystérieux. Il s'avère que ce sont les empreintes en creux de structures en bois qui se sont décomposées au fil du temps. Les opérations de fouilles ont été très délicates. Le bois avait pourri depuis longtemps et il ne restait que des formes en creux, dans lesquelles de la terre s'était déposée. Et c'est à partir de cette terre qu'on essayait de reconstituer petit à petit les structures. Après des semaines d'un labeur long et minutieux, les spécialistes sont extrêmement surpris par ce qu'ils découvrent. On a dégagé une fosse contenant 28 chars et une autre où gisaient 49 squelettes de chevaux. Ça a été une découverte capitale. Ces formes mystérieuses sont les vestiges fantômes de toute une armada de chars. Seuls les ornements en bronze des moyeux, au centre de la roue, ont traversé le temps. Les chars sont les joyaux de ce cimetière, qui devait appartenir à un membre de l'élite chinoise. Le fait qu'un personnage important ait consacré autant de temps et d'argent à la fabrication de ces chars montre qu'ils étaient des symboles de prestige, de pouvoir et d'autorité. Autrefois, les gens croyaient que la vie se poursuivait dans l'au-delà et que les défunts continuaient de jouir du même luxe et des richesses qu'ils avaient connues ici-bas. Il fallait donc qu'ils puissent aussi continuer à faire la guerre dans l'autre monde avec leurs chars et leurs chevaux. Le char faisait partie de leur identité. C'était le symbole de leur rang. Les chars étaient si importants que même après leur mort, les défunts voulaient les conserver auprès d'eux dans leur tombe. De cette façon, les dieux sauraient qu'ils avaient affaire à des personnages illustres. Comment expliquer que ce véhicule ait autant compté pour les dignitaires chinois il y a des milliers d'années?
Pour répondre à cette question, il est essentiel de savoir ce qui se passait en Chine en 700 avant Jésus-Christ, époque à laquelle ces chars ont été ensevelis. À cette époque, la Chine n'était pas la nation unifiée que nous connaissons aujourd'hui. La dynastie régnante était celle des Zhou. Quand ces derniers étaient arrivés au pouvoir, ils avaient divisé le pays en États plus petits et gouverné dans une paix relative. Les Zhou avaient pris le pouvoir en 1046 avant notre ère. Mais au fil des années, les petits États étaient devenus plus puissants. En 771 avant Jésus-Christ, certains tentent de renverser la dynastie Zhou. Celle-ci parvient à se maintenir, mais elle est très affaiblie et les États régionaux commencent à s'affronter pour prendre le contrôle du pays. C'est à partir de là qu'on reconnaît la valeur du char et que ces véhicules s'imposent en nombre toujours croissant sur les champs de bataille. Le texte qui fournit le plus d'informations sur les méthodes de combat est le Zhou-jua. Il donne entre autres le nombre de chars dans les batailles. Ici, par exemple, une des armées en déploie Qibaichang, c'est-à-dire 700. Ils jouent un rôle essentiel dans la victoire. Autre exemple, un général a réuni une armée de 800 chars. C'est pour ça que cette période a été appelée l'âge d'or du char. Les chars retrouvés sur le site de Zhaoyang datent d'une époque où la Chine était sur la voie de l'unification et où ils étaient très nombreux sur le terrain. Mais étaient-ils réellement efficaces? Pour le savoir, il faudrait pouvoir en tester un. Des spécialistes mondiaux ont obtenu l'autorisation exceptionnelle de visiter le site de Zhaoyang. Avec l'aide du professeur Fang, leur objectif est de reconstituer un char et de le mettre à l'épreuve dans des conditions réelles. L'examen des vestiges est leur seule chance de recueillir le plus d'éléments possible. Mike Lodz est historien militaire et il a testé des chars partout dans le monde. Mais il n'a encore jamais eu l'occasion de se pencher sur le modèle chinois. Tous les textes anciens parlent de l'efficacité de ce char, mais ils n'expliquent pas comment son équipage combattait. La seule façon de le savoir est d'en construire un et de le tester sur le terrain. Robert Herford fabrique des chars anciens depuis 15 ans, mais ce sera également une première pour lui. Je vais descendre, prendre des mesures et recueillir tous les renseignements que je pourrai. Il faut que ce char soit apte au combat. J'ai hâte de m'y mettre. À l'instar des véhicules modernes, tous les chars chinois avaient la même forme générale, mais se différenciaient par leur taille et leur finition. La première tâche de Mike Lodz et Robert Herford consiste à repérer le spécimen le mieux préservé, celui qui leur servira de modèle. Le plan de la fosse est très détaillé. Cette roue ici correspond à celle-là. De toute évidence, l'essieu est là et le timon ici. Et ce carré aux angles arrondis, c'est la plateforme. Tout ça, c'est un char. Les empreintes trouvées dans la fosse fournissent des mesures extrêmement précieuses pour la fabrication d'une réplique. 91 cm, 91,5 précisément. Et la largeur? Les deux spécialistes prennent les codes de la caisse où l'équipage prenait place. Alors ça fait 165 cm. 1,65 m. Qu'est-ce que c'est large? La caisse semble beaucoup plus grande que celle des autres modèles de chars de l'Antiquité. Et les roues aussi sont démesurées. Elles ont un plus grand nombre de rayons aussi. Il y en a 28. Bon sang, 1,43 m. Voyons ce que ça donne. C'est une roue gigantesque. Oui. À mesure qu'il se répandait à travers le monde, le char a évolué pour s'adapter à chaque type de terrain. Au Moyen-Orient, et plus particulièrement en Égypte, les chars étaient plus compacts et arrondis à l'avant. Ils étaient dotés de petites roues à 6 rayons, fixées sur un essieu placé à l'arrière de la caisse.
Même si le char chinois a également évolué au fil du temps, on retrouve les mêmes caractéristiques fondamentales sur tous les modèles, y compris les plus anciens. Le char est de grande taille et de forme rectangulaire, avec un essieu situé au centre de la caisse et des roues immenses à rayons multiples. Il est si différent de la version moyenne-orientale qu'on a l'impression qu'il ne s'agit pas du même véhicule. On a étudié les chars syriens, égyptiens et hittites. Et chez tous, les roues arrivent là. Là, d'emblée, ça n'a rien à voir. Mike Lodes et Robert Hurford pensent que si les Chinois avaient choisi d'augmenter le diamètre des roues, c'était peut-être pour mieux négocier les difficultés du relief du nord de la Chine. Sur un terrain accidenté, des roues de petite taille ont tendance à s'enfoncer dans les ornières et les trous, et l'équipage est davantage secoué. En revanche, les grandes roues du char chinois stabilisent le véhicule et facilitent également la tâche des chevaux. Le grand diamètre de la roue crée un effet de levier plus important. Les chevaux ont donc moins d'efforts à fournir pour faire franchir au char les obstacles et peuvent le tracter plus vite et plus longtemps. Les chars découverts sur le site de Zhaoyang datent de 700 avant Jésus-Christ. À cette époque, ils jouaient un rôle crucial dans les batailles entre États rivaux, chacun cherchant à annexer les voisins. Sur plus d'1 millier de chars retrouvés par les archéologues en Chine, 70% remontent à cette période. La copie réalisée par Robert Hurford représentera un moment clé dans l'histoire de ce véhicule. Pour fabriquer les roues, la première étape est la mise en forme de la jante grâce à la technique du cintrage à la vapeur, la méthode de prédilection des artisans de l'Antiquité. Le résultat final est plus solide parce que le grain du bois suit la forme voulue. Le bois doit être chauffé à la vapeur et porté à 100 degrés afin d'être courbé. À cette température, les fibres deviennent malléables et on peut cintrer la pièce de bois. Dès qu'elle refroidit, elle durcit dans la forme qu'on lui a donnée. Il faut aller vite avant que ça ne refroidisse. Dès qu'il est sorti de l'étuve, le bois doit être mis en forme en quelques secondes. Sinon, il cassera et Robert Hurford devra recommencer à zéro. On exerce une force importante sur la pièce de bois. Si elle casse, elle risque de rebondir comme un ressort et on pourrait se la prendre dans les dents. Ça peut être dangereux. La jante est enfin cintrée. Le char que Robert Hurford va reproduire date de 700 avant Jésus-Christ. Les textes anciens indiquent qu'à cette époque, les chars étaient déployés en grand nombre sur les champs de bataille. Mais le char chinois a-t-il été conçu dès l'origine pour le combat rapproché ou sa fonction a-t-elle évolué au fil des siècles? On ignore en combien de temps exactement le char a gagné la Chine depuis les steppes russes. Mais on sait qu'en 1200 avant Jésus-Christ, il était utilisé dans la ville antique d'Anyang. À cette époque, Anyang était la capitale de la première dynastie attestée de l'histoire de la Chine, les Shang. Et ils étaient à l'apogée de la culture de l'âge du bronze. Les chars d'Anyang sont les plus anciens découverts en Chine. Ils sont aussi plus vieux de 500 ans que ceux retrouvés sur le site de Zhaoyang. L'historien Jonathan Clements et la spécialiste des chars, Xiao Yunwu, sont venus étudier la façon dont ils ont été conçus, en particulier les roues. La roue de la dynastie Shang est tout à fait caractéristique. On voit qu'elle comporte 18 rayons. C'est très courant sous cette dynastie. La roue avait une telle importance pour la solidité et la maniabilité du char que les constructeurs n'ont eu de cesse de l'améliorer au fil des siècles. La technologie a continué à progresser. Avec l'arrivée au pouvoir de la dynastie Zhou, le nombre de rayons est passé de 18 à 28 ou 30, voire plus. En l'espace de 5 siècles, la roue s'est donc radicalement transformée, passant de 18 à 28 rayons, comme celle qu'on a trouvée sur le site de Zhaoyang.
Mais pourquoi les constructeurs de chars chinois se sont-ils donné la peine d'ajouter 10 rayons supplémentaires? Ça présentait plusieurs avantages. Le premier, c'est que comme on utilisait des matériaux plus légers, le chariot restait très rapide. En outre, un plus grand nombre de rayons augmentait la stabilité. Il semble donc que pour les Zhou, le perfectionnement du char était une priorité. Les Zhou ont demandé à leurs constructeurs et leurs artisans de porter toute leur attention sur le char. Ils se sont attachés à améliorer sa maniabilité et à en faire une machine de guerre plus efficace. Ainsi, quand les États sont entrés en guerre les uns contre les autres, ils ont lancé leurs chars sur le terrain. En 500 ans, les Zhou auraient donc jugé nécessaire de faire évoluer la conception du char et d'en faire un véhicule militaire plus efficace. Pour quelles raisons au juste? Son utilisation sur les champs de bataille avait-elle changé entre la dynastie Shang et la dynastie Zhou? Dans ce dépôt archéologique se trouve un objet curieux datant de la dynastie Shang. Il s'agit d'un os de tortue sur lequel sont gravés des symboles qui témoignent de l'importance du char dans l'histoire chinoise ancienne. Jonathan Clements voudrait savoir ce qu'ils peuvent nous apprendre. C'est un os divinatoire, une omoplate de tortue sur laquelle figurent les traces les plus anciennes d'une forme d'écriture en Chine. Les souverains Shang se servaient d'eau divinatoire pour prédire l'avenir et prendre leurs décisions. Le devin perçait des petits trous dans l'os dans lesquels ils introduisaient une baguette chauffée. Sous l'effet de la chaleur, des craquelures se formaient alors, craquelures que le devin interprétait. Ensuite, les prophéties étaient gravées sur l'os. Les ossements divinatoires nous donnent des informations sur la personnalité et les préoccupations des rois de la dynastie Shang. Le conservateur Yu Ling-he aide Jonathan Clements à interpréter les questions posées par un prince Shang. Ici, par exemple, il est malade, il souffre du cœur. Il pose donc des questions sur sa santé. Mais un des symboles semble très familier. Ah oui, on reconnaît le pictogramme utilisé pour char, le dessin d'un cheval qui tire un véhicule à roues. Il a ordonné à 2 personnes d'aller chercher le char adéquat. Et il se demande si c'était bien la chose à faire. Mais la représentation de ce char gravé dans l'os a quelque chose d'inhabituel. Sur un grand nombre d'ossements divinatoires, à chaque fois le pictogramme char est dessiné de façon légèrement différente, comme si les devins ne savaient pas comment le tracer parce que c'est un mot nouveau. À cette époque, le char est une invention nouvelle dont les Shang ne savent pas vraiment se servir. Pour eux, il n'a pas une grande valeur tactique. C'est probablement pour cette raison qu'on en a retrouvé un moins grand nombre dans les tombes Shang. C'est la preuve que ce n'était pas encore le véhicule de combat prédominant qu'il allait devenir. Si les premiers chars jouent un rôle militaire moins important pour les Shang que pour les Zhou, cela explique que leur conception soit moins sophistiquée. Mais leur perfectionnement a nécessité des prouesses techniques. Pour Robert Hurford, la fabrication d'une roue dotée de 28 rayons s'avère problématique. Sur les premiers chars, les rayons étaient cylindriques. Or, si on essaie d'en fixer 28 autour du moyeu, on s'aperçoit tout de suite qu'il n'y a pas assez de place. Donc, la conception a dû changer. L'explication pourrait venir d'une découverte extraordinaire faite en 2004. Un char chinois en bois en excellent état de conservation, le plus détaillé jamais trouvé à ce jour.
On a mis au jour une tombe sur la rive nord du canal. Le char était enterré sous une couche épaisse de terre qui avait été submergée. Dans ce milieu dépourvu d'oxygène, la structure en bois avait été parfaitement préservée. D'après les spécialistes, ce char date sensiblement de la même période que ceux du site de Zaoyang. En l'étudiant, Robert Hurford a trouvé la solution au nombre plus élevé de rayons. Ici, ils sont plats et non plus cylindriques, ce qui permet d'en fixer un plus grand nombre sur le moyeu. Ce char fournit également d'autres indications précieuses sur la fabrication de la roue. La roue était quasiment en un seul morceau quand on l'a exhumée. Mais quand elle a séché, plusieurs éléments se sont disjoints. Ça tombe bien, parce que je voudrais comprendre comment ces pièces étaient emboîtées. C'est bien plus facile de voir comment c'était fait une fois qu'elles sont désassemblées. Pendant tout le travail de conservation, les experts ont pris des photos détaillées. Celles-ci ont révélé que les charrons chinois, les artisans qui construisaient les chars et les roues, avaient utilisé la méthode d'assemblage à tenons et mortaise pour insérer les rayons dans la jante. Cette technique très ancienne était employée dans le monde entier, mais son application est ici très particulière. Voilà les rayons d'origine des roues de ce char. Voici les tenons qui s'ajustent dans la jante. Ils sont de 2 longueurs différentes. Oui. Certains s'enfonçaient jusqu'au bout de la jante, tandis que d'autres s'arrêtaient à la moitié. Robert Hurford va devoir relever un nouveau défi et tenter de comprendre la raison de cette différence. Je marque très précisément l'emplacement de chacun, mais je ne sais toujours pas si ça marchera. Finalement, le mystère des tenons de longueurs différentes s'explique. Je crois que ça facilitait l'assemblage de la roue. Je dois aligner ces rayons en face de chacun de ces trous. Mais vous voyez l'écart qu'il y a. Au moins pour l'instant, je n'ai pas à m'occuper de ceux dont les tenons sont plus courts. Donc, dans un premier temps, je vais seulement batailler pour ajuster la moitié des rayons. Si tous les tenons étaient longs, il serait impossible de les insérer dans la jante. C'est bon. Mais une fois les grands tenons en place, les plus courts rentrent beaucoup plus facilement. C'est très astucieux. Autre élément important de la roue, les ferrures en bronze qui ornaient le moyeu et qui ont été découvertes intactes sur le site de Zaoyang. Les chars chinois ont une caractéristique très originale. Très souvent, ils sont enterrés avec un grand nombre de ferrures en bronze, ce qu'on ne retrouve que rarement ailleurs dans le monde. Dans cette fosse, on a mis au jour 128 objets en bronze. Le bronze est le métal le plus important dans la civilisation chinoise de cette période. L'or et l'argent sont alors utilisés uniquement pour leur couleur et sont loin d'être aussi prestigieux. Véritables maîtres dans ce domaine, les artisans chinois ont créé les objets en bronze les plus spectaculaires de l'Antiquité. Les garnitures de chars en sont une illustration parfaite. Dans cette fonderie à Tianjin, près de Pékin, des artisans vont fabriquer des ornements en bronze pour la réplique du char ancien en reprenant les techniques artisanales. Ils commencent par les frettes, des bagues qui se fixaient à l'extrémité de l'essieu. Le professeur Jin Chia-Wung du musée de Nanjing est un spécialiste des métiers anciens. Il a étudié les techniques de fonte du bronze employées par les métallurgistes de la Chine antique. Il s'est rendu compte qu'il se servait d'un assemblage de plusieurs moules d'argile. On insère la partie intérieure dans la partie extérieure. Et il faut qu'il y ait un espace entre les deux pour qu'on puisse y couler le métal. Les moules sont assemblés et enchâssés dans un bloc d'argile. Puis, on verse le métal en fusion. Cette méthode n'a pas été utilisée depuis des siècles.
C'est donc une étape cruciale pour le professeur Wung. La coulée du bronze en fusion est l'étape la plus importante. C'est maintenant l'instant de vérité. On casse le moule. Après plusieurs essais, on a réussi. À cette époque, le bronze était un alliage qui avait énormément de valeur. C'est pourquoi les gens d'un certain rang aimaient l'utiliser en grande quantité pour décorer leurs chars. Et c'est pour ça qu'on en retrouve autant sur les chantiers archéologiques. La construction d'un char de guerre représentait visiblement un investissement colossal en termes de temps et de matériaux. Mais un autre élément nécessitait également de l'argent, le système pour faire avancer le char. À côté de la fosse des chars sur le site de Zhaoyang, les archéologues ont trouvé une autre fosse qui contenait les squelettes de 49 chevaux. À première vue, on pourrait penser qu'ils ont été entassés n'importe comment. Mais ce n'est pas le cas. Ici, par exemple, on voit 2 chevaux qui devaient tirer le même char. Ces animaux effectuaient un travail spécialisé et étaient soigneusement sélectionnés et dressés. Ils ont été enterrés pour que leurs propriétaires puissent conduire ces chars, même dans l'au-delà. À l'Institut d'archéologie de Pékin, le professeur Jing Yuan a étudié les ossements de chevaux exhumés dans des centaines de tombes un peu partout en Chine. Son but est de dresser un tableau précis du cheval d'attelage typique. Il commence par examiner la denture. En mesurant certaines caractéristiques sur de très nombreuses dents, on est en mesure de reconnaître la race et l'origine des chevaux. Les crêtes des dents sont les empreintes digitales de chaque race. Or, le professeur Yuan a constaté que les chevaux d'attelage de chars de guerre n'étaient pas originaires de Chine. L'étude de la taille des ossements le renseigne sur leur morphologie et même leur race. En se fondant sur la longueur de cet os, on peut en déduire que l'animal devait mesurer à peu près 1,40 m au garrot. Une taille très semblable à celle des chevaux mongols actuels. Depuis toujours, cette race équine occupe une place centrale dans la culture nomade mongole. Et les animaux d'aujourd'hui sont les descendants d'une très ancienne lignée. Avec leur silhouette caractéristique, leur cou épais et musclé, et leurs jambes trapues et solides, ces chevaux étaient les plus à même de tirer les grands chars chinois. Le jour des essais approche. Robert Hurford travaille sur un élément capital du char, le cadre de la caisse, l'élément dans lequel l'équipage prenait place. Sur un char chinois, l'essieu est situé au milieu de la caisse, ce qui pose une difficulté supplémentaire, car le timon, la longue pièce de bois qui permet l'attelage des chevaux, est posé au-dessus de l'essieu. Le cadre de la caisse repose donc sur le timon, ce qui rend la caisse très instable. On voit bien que le cadre de la caisse bouge. On pourrait tailler des encoches dans le cadre de la caisse pour que le timon s'y insère, mais cela fragiliserait la structure. En étudiant les croquis de plusieurs chars chinois, Robert Hurford a remarqué 2 blocs de bois disposés entre l'essieu et le fond de la caisse. Appelés futu, ils empêchaient justement la caisse de brinque-baller. L'expert voudrait vérifier si ces pièces jouent réellement le rôle de stabilisateur. Voilà, les futus comblent l'espace entre le timon, le bas du cadre et l'essieu. L'essieu passant sous le milieu de la caisse est la principale caractéristique du char chinois. Sur le char égyptien, l'essieu est positionné à l'arrière. De cette façon, le poids de la caisse est réparti entre l'essieu et les chevaux. Un dispositif qui confère une grande souplesse à l'ensemble et fait office de suspension. Pourquoi les constructeurs des chars chinois n'ont-ils pas adopté cette configuration? En faisant passer l'essieu au milieu de la caisse,
On fait reposer tout le poids de celle-ci sur cet élément, ce qui soulage les chevaux. Cela permet d'avoir un char plus lourd et capable de supporter un poids plus important. C'est dans les traités militaires anciens qu'on comprend pourquoi cette configuration a été privilégiée. À la différence des chars de guerre occidentaux, le modèle chinois était conçu pour un équipage de 3 personnes et non 2. C'est d'ailleurs détaillé dans les écrits du spécialiste militaire Sun Bin. Celui qui est doué à l'arc prend place à gauche, celui qui sait conduire est au milieu, et celui qui n'a pas de compétences est à droite. Notre équipe d'experts est impatiente de mettre ces règles en pratique. Robert Hurford veut terminer le char le plus vite possible. Le fond de la caisse est tressé dans des matériaux traditionnels. Ça commence à prendre tournure. De la peinture rouge pour le côté spectaculaire, puis les ornements en bronze sont fixés sur les moyeux. Ça en jette, non? Cela dit, ça a aussi une fonction. Ça évite que l'extrémité du moyeu se fende. Et voilà, c'est parfait. La réplique du char chinois est enfin prête. Les essais sur le terrain devraient permettre d'éclairer les spécialistes sur son utilisation. Son efficacité fait toujours débat. Pour certains historiens, c'était une sorte de char d'assaut. Très performant, il était déployé en très grand nombre. Pour d'autres, il était très fragile et pouvait se casser facilement. Ce n'était donc qu'un centre mobile de commandement. Par conséquent, pour l'instant, on ne sait toujours vraiment pas comment il était utilisé sur les champs de bataille. Les experts qui se sont lancés dans cette aventure ont recueilli des informations dans toute la Chine et consacré plus de 200 heures de travail pour faire revivre ce char vieux de 2700 ans. Ces bronzes brillent de 1000 feux et soulignent son caractère prestigieux. On a choisi pour l'attelage 2 chevaux puissants, sélectionnés en fonction des critères établis grâce aux fouilles archéologiques. Et les immenses roues à 28 rayons sont prêtes à entrer en action. Ce char est complètement différent de ceux que je connais. Ça m'oblige à réviser tout ce que j'ai appris ou que je pensais savoir sur ce type de véhicule. En 700 avant Jésus-Christ, époque à laquelle les chars du site de Zhaoyang ont été ensevelis, la dynastie Zhou est en train de perdre le contrôle sur les États vassaux. Les plus petits et plus faibles sont annexés par leurs voisins plus riches et plus puissants. Beaucoup ont été conquis sur les champs de bataille, plus que jamais dominés par les chars de guerre. C'est comme ça que s'est instaurée entre les États une hiérarchie déterminée par le nombre de chars qu'ils possédaient. Pour devenir une superpuissance, pour être victorieux, il fallait pouvoir déployer des dizaines de milliers de chars. Mais les récits qui évoquent le nombre extraordinaire de chars sur le terrain n'en disent pas assez sur leur efficacité. Comprendre la fonction de chaque membre de l'équipage nous aidera à déterminer si le char jouait véritablement un rôle de premier plan. Sa mission première était de déployer les archers. Les textes anciens indiquent qu'ils se tenaient du côté gauche de la caisse. De là, ils étaient bien placés pour attaquer l'infanterie ennemie. Nous allons pouvoir constater si cela fonctionne. Le boulot du conducteur était de positionner le char de manière à ce que l'archer puisse décocher ses flèches. Je voudrais m'assurer que c'était faisable, parce que dans le cas contraire, ce ne sera qu'un char de parade. Il faut qu'on sache si c'était vraiment un véhicule de guerre. Mike Clouds a une théorie. Il pense que pour être moins vulnérable, l'archer s'agenouillait dans la caisse. Une fois qu'on est dedans, la position s'impose d'elle-même.
Compte tenu de la moins bonne suspension du char chinois, en abaissant son centre de gravité, l'archet était plus stable. Ensuite, Mike Loads teste différentes allures pour voir laquelle lui permet de mieux tirer. La fonction d'un archer à bord d'un char est de décocher flèche sur flèche de façon à optimiser l'action de l'arc. Ok, remets-les au trot. Apparemment, c'est le trot. Le trot régulier permet à l'archer de tirer un plus grand nombre de flèches. Ça ne sert à rien d'être lancé au galop si c'est pour ne tirer qu'une seule flèche. Au trot, on fait un carnage. En 700 avant Jésus-Christ, à l'âge d'or du char, le déroulement des combats était encore très ritualisé. À l'origine, les batailles de chars sont l'apanage des nobles. On se bat selon un code qui n'est pas sans rappeler celui de la chevalerie du Moyen-Âge. Mike Loads se demande comment l'équipage se comportait lors d'un affrontement direct. C'est pour cela qu'il a fait venir un second char de la collection de Robert Herford afin de simuler un duel de chars. Mon conducteur se positionne pour que je puisse tirer. Oui, je l'ai eu. Raté. Je vise et... touché. Les deux véhicules se frôlent et se montrent étonnamment maniables. Mais l'équipage est très exposé. Cela conforte Mike Loads dans l'idée que s'agenouiller dans la caisse est la meilleure méthode pour combattre dans un char de ce type. Debout, on fait une cible plus grande. On aurait été tué tout de suite, d'autant qu'on est trois. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut faire. Avec son équipage de 3 hommes, le char chinois diffère de celui du Moyen-Orient sur lequel ne prenaient place que 2 guerriers. C'est peut-être pour cela qu'il est aussi grand et que le poids de la caisse repose sur un essieu central solide. Cette configuration restera d'ailleurs en vigueur pendant 5 siècles, durant lesquels les États vassaux s'affronteront de plus en plus férocement. Les guerres s'intensifient et l'important est de l'emporter à tout prix. Peu importe la méthode, ce qui compte, c'est de vaincre l'ennemi. Dans cette optique, une autre arme joue un rôle important à bord d'un char. Le ji est une hallebarde, un mélange de dague, de hache et de lance, utilisé par le 3e membre de l'équipage. Sur le site de Zhaoyang, au milieu des pointes de flèches en bronze, on a retrouvé des fers de lance. Mike Loads a décidé de tester l'efficacité du ji depuis un char. On accélère l'allure pour voir ce que ça donne. Ce n'est pas l'arme qu'on imagine dans un char. La distance de frappe est bonne, mais c'est un peu encombrant dans cet espace réduit. Le conducteur a du mal à garder la distance idéale pour que le ji soit efficace. Mike Loads en déduit que celui-ci avait probablement une autre fonction. Imaginons qu'on soit immobilisé et que l'infanterie ennemie nous prenne à revers. Oui, si on était coincé dans une mêlée, avec la longueur de la hampe, je pourrais frapper dans toutes les directions. C'est ça ton rôle au sein de l'équipage. Tu es chargé de nous défendre. Les batailles qui opposaient des armées d'innombrables chars avaient lieu dans des plaines immenses, comme on en trouve dans certaines régions de la province du Shanxi dans le nord de la Chine. C'est un paysage exceptionnel. Au fond, il y a les montagnes qui relient la plaine centrale à la steppe eurasienne, et au milieu, des plaines ouvertes très larges et très plates. Un terrain idéal pour une guerre de chars. C'est dans un endroit très similaire que Mike Loads veut tester la stabilité du char. Pour cela, il le conduit debout. Pas de doute, ça secoue. Les roues sont hautes, mais elles restent lourdes, comme l'essieu sur lequel elles sont fixées. Donc ça bouge. Mais les chevaux le tirent à bonne allure et il est extrêmement maniable. Il peut virer sur son axe.
Malgré cela, le char ne peut pas franchir tous les obstacles. Par conséquent, c'est le choix du terrain qui dictait aux généraux la décision de déployer ou non leurs chars. Après des siècles de guerre, les annexions entre États vassaux ont changé le paysage politique. À l'avènement de la dynastie Zhou, il y avait plus d'une centaine d'États. 800 ans plus tard, ils ne sont plus que 7. De plus en plus grands et de plus en plus riches, ils défendent jalousement leur territoire. Les souverains sont contraints de conduire leurs chars plus loin sur des terrains pour lesquels ils n'ont pas été conçus, comme les ravins, les fossés, les forêts et les marécages, sans compter les défenses érigées par l'homme. On a construit de nombreux murs comme celui-ci, des barrières que les chars étaient obligés de contourner. Pour eux, ça devenait difficile de circuler dans ces paysages morcelés. Le char a presque atteint la limite de ses capacités. À la chute de la dynastie Zhou, des troupes beaucoup plus mobiles commencent à s'imposer, la cavalerie. Avant le 5e siècle avant Jésus-Christ, le cheval était utilisé principalement comme animal de trait. La Chine était alors ancrée dans ses coutumes. Traditionnellement, on ne montait pas à cheval et les armées n'étaient pas équipées pour cela. Tout change vers 500 avant notre ère. Les États en guerre contre les tribus mongoles constatent que leurs ennemis combattent à cheval. Ils décident de faire de même. L'essor de la cavalerie et de l'archerie montée va sonner le glas du char. Mike Lodes a décidé de tester l'agilité d'un archer à cheval opposé à un char. Le char est capable de virer de façon très serrée et très rapide. Mais face à un cavalier bien entraîné, il ne fait pas le poids. En combattant à cheval contre un char, j'avais clairement l'avantage. J'étais plus vif, plus agile et plus rapide. Plus efficace sur un terrain difficile, moins coûteuse et plus facile à déployer en grand nombre, la cavalerie représente une menace considérable pour les chars. Très vite, elle est renforcée par une nouvelle évolution militaire. À partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, la Chine entre dans l'âge du fer. L'invention et la fabrication d'outils en fer ont de grandes répercussions sur l'agriculture. L'abondance nouvelle de nourriture entraîne un accroissement de la population et donc des armées. Être en mesure de lancer dans la bataille des armées gigantesques, comptant non plus des dizaines de milliers, mais des centaines de milliers d'hommes, est absolument capital. Ces soldats disposent aussi d'une arme nouvelle, l'arbalète. Alors que l'archerie demande de nombreuses années de pratique, il suffit d'une demi-journée pour former un soldat au maniement d'une arbalète. Cette invention ouvre la voie à des armées de paysans fortes de centaines de milliers d'hommes. En 250 avant Jésus-Christ, l'arbalète marque la fin du char de guerre. Un État est devenu particulièrement célèbre pour ses armées immenses, le royaume de Qin. C'est en 221 avant Jésus-Christ qu'il achève la conquête des autres États et réalise l'unification de la Chine sous la férule d'un seul empereur. Les chars sont encore utilisés, mais combattent désormais avec la cavalerie et l'infanterie. De fait, la dynastie Qin marque la fin de l'hégémonie du char. Si les chars n'ont plus la même efficacité en première ligne, ils restent néanmoins un symbole fort. Après des siècles de guerre, ils ont laissé une empreinte profonde sur la civilisation chinoise, tellement profonde qu'ils sont emportés dans la tombe par leurs propriétaires. L'illustration la plus remarquable de ce phénomène est le mausolée du premier empereur de la Chine unifiée, Qin Shi Huang.
À côté de la célèbre armée de guerriers en terre cuite, plusieurs chars funéraires en bronze ont été retrouvés. Ces chars faisaient partie de la culture, de l'héritage et de l'identité de ceux qui les possédaient. Donc, malgré les limites de ces véhicules, leurs propriétaires n'imaginaient pas de ne pas les emporter partout avec eux. En construisant et en testant une réplique d'un char chinois, nos experts ont mieux compris les raisons de cette vénération. Imaginez des centaines, des milliers de chars, leur fracas sur le champ de bataille. C'était la technologie la plus avancée de son temps. Par la suite, il a été dépassé, mais à son époque, c'était le meilleur véhicule militaire. Son héritage est même plus important, car il a tenu une place prépondérante dans les conflits qui ont opposé pendant des siècles des centaines de petits royaumes, avant d'aboutir à l'unification d'un pays. La Chine n'aurait pas pu se passer du char. Il est évident qu'il a joué un rôle capital dans les conflits qui a abouti à l'unification de la Chine. Sans lui, je pense que ça n'aurait pas été possible. Cette unification est à l'origine de la Chine moderne. Une superpuissance mondiale née de 1000 ans de guerre au cours desquels le char chinois a tenu une place prépondérante.